Est-ce que tout le monde voit le support? Tout est OK? Alors, on va commencer tranquillement. Donc, en cette nouvelle année, on va voir ensemble les nouveaux seuils, bien sûr, au niveau européen, au niveau national également, les répercussions que cela va avoir concrètement pour vous et la computation des seuils, comment est-ce qu'on trouve la bonne valeur estimée pour se référer au seuil. Alors, on va commencer par un petit point donc par rapport à votre profil d'acheteur, hein, W Solutions. Comme vous avez déjà pu le voir pour certains, nous avons mis à jour donc les informations nous sur les nouveaux seuils. Donc ça va concerner surtout la partie profil quand vous arrivez et que vous faites le choix effectivement de la procédure que vous souhaitez mettre en place et publier. Alors bien entendu sur AW Solutions nous avons un impact moindre par rapport aux outils logiciels métiers. Donc sur toute cette partie des seuils, parce qu'en fait c'est vrai que du coup nous arrivons du coup sur la partie de publication où vous avez déjà choisi effectivement les procédures que vous souhaitez faire, et donc par rapport à ce webinaire aujourd'hui, effectivement voilà, moi je peux intervenir. Je vais vous dire qu'effectivement sur le profil acheteur nous sommes bien entendu à jour. Les différentes anomalies que vous pouviez avoir sur la partie aperçue ont été mis à jour de ces informations des nouveaux seuils. Et là, aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser sur toute la partie amont, donc vraiment avant la publication de justement comment apprécier ces seuils et savoir effectivement quelle procédure mettre en place. Donc, pour ma part, je vais me faire le relais du coup de vos questions pour Nawel. Je vous souhaite un très bon webinaire. Et puis, à toi la parole, Nawel. Concrètement, sur AW Solutions, vous avez ce genre d'anomalies non bloquantes qui vont vous rappeler les supports recommandés avec les seuils en question. Donc, quels sont ces seuils? Donc, au niveau européen, on a un règlement. Donc, dans le support que vous aurez en fin de webinaire, vous retrouverez les liens vers le règlement et les autres éléments qu'on va vous présenter. Donc, au niveau européen, au 1er janvier dernier, on a une mise à jour. Donc, en termes de fourniture et services des pouvoirs adjudicateurs centraux. Donc, par exemple, en France, l'État, ses établissements publics sont des pouvoirs adjudicateurs centraux. On est passé du seuil de 143 000 € les 2 années précédentes au seuil de 140 000 € depuis le 1er janvier dernier. Pour les marchés de fourniture et services des autres pouvoirs adjudicateurs, par exemple en France, les collectivités territoriales, on est passé du seuil européen de 221 000 € en fourniture et services à 216 000 € au 1er janvier dernier. En travaux et en contrats de concession DSP, le seuil est le même pour tous, pouvoirs adjudicateurs centraux, autres pouvoirs adjudicateurs. On est passé de 5 538 000 € à 5 404 000 € au 1er janvier dernier. Et pour les marchés de fourniture et services des entités adjudicatrices, donc au 1er janvier, on est au seuil de 432 000 €. Ah ouais, je me permets juste 2 minutes. Est-ce que certains participants demandent si tu pourrais parler un petit peu plus fort, parce que effectivement le son est très faible pour eux. Il semblerait. D'accord. Alors je vais parler plus fort. Pourquoi est-ce que les seuils européens évoluent tous les 2 ans? Donc, on a un accord sur les marchés publics qui a été conclu entre plusieurs États. L'objectif, c'est d'ouvrir les marchés publics à la concurrence entre ces divers États quand les marchés sont au-delà du seuil européen. Donc, dans cet accord sur les marchés publics, on a ce qu'on appelle des droits de tirage spéciaux, DTS. Les DTS, ça n'est pas une monnaie en tant que telle, c'est un panier de devises. Donc, dans ce panier de devises, on a l'euro, le dollar, la livre sterling, le yen japonais, le yuan chinois. Donc, l'évolution tous les 2 ans vise en quelque sorte à lisser les évolutions monétaires entre les divers États signataires, donc entre l'euro, le dollar, etc. Donc, concrètement, on a une moyenne quotidienne qui est faite entre les euros et les droits de tirage spéciaux depuis septembre N-3 à août N-1. Et à l'issue de cette moyenne quotidienne,
au 1er janvier de l'année N, on a les nouveaux seuils. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a des évolutions tous les 2 ans, des seuils européens, des seuils formalisés. Ça, c'est au niveau européen pour les marchés formalisés. Au niveau national, on a également eu des évolutions. Donc, on a un décret, le décret numéro 2025-1386 du 29 décembre dernier, qui est venu modifier des seuils. Donc, au 1er janvier, on a eu la pérennisation du seuil de 100 000 € en travaux, en dessous desquels on a une dispense de publicité et de mise en concurrence en travaux seulement. Donc, auparavant, on avait des décrets qui venaient nous dire qu'on proroge ce seuil de 100 000 € pour l'année. Donc, concrètement, l'année dernière, on a eu un décret qui a dit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, on a le seuil de 100 000 € en travaux, en dessous duquel on a une dispense de publicité. Depuis le décret du 29 décembre dernier, ce seuil est pérennisé. On n'aura plus besoin d'avoir l'année prochaine une prorogation par décret. Hors travaux, donc en fourniture et services, on a actuellement un seuil de 40 000 €, en dessous duquel on a une dispense de publicité de mise en concurrence. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a fait une annonce il y a très peu de temps, disant que le seuil allait passer à 60 000 €. Donc, on va rehausser le seuil de 40 à 60 000 €. Ça sera effectif à compter du 1er avril prochain. Donc, concrètement, du 1er janvier à fin mars, on a le seuil de 40 000 € hors travaux. À compter du 1er avril, on aura le seuil de 60 000 €, en dessous duquel on pourra passer de gré à gré. Donc, l'article R2122-8 sera mis à jour au 1er avril par rapport à ce rehaussement de seuil. En conséquence, donc, le but, c'est une simplification administrative. Donc, pour éviter d'avoir divers seuils, on a rehaussé en conséquence le seuil de 60 000 € à partir duquel vous devez mettre en ligne vos documents sur le profil d'acheteur. Donc, pareil, l'article R2122-32 sera mis à jour en conséquence avec le seuil de 60 000 € au 1er avril. C'est une possibilité que vous avez de passer sans publicité ni mise en concurrence, mais ça n'est pas une obligation. Vous pouvez estimer que vous souhaitez, vous préférez faire une publicité et vous avez tout à fait le droit. Donc concrètement, si on regarde les divers seuils, les seuils nationaux, les seuils européens, on a comme ça plusieurs éléments. Donc comme on vient de le voir, en dessous de certains seuils, on n'a pas d'obligation de publicité de mise en concurrence. Concrètement, on peut négocier de gré à gré avec l'entreprise A pour tel et tel travaux de moins de 100 000 €. Ensuite, en dessous de 90 000 €, on a une publication adaptée, si on le souhaite. Donc, ça peut passer par les 3 devis, par exemple. Uniquement le profil d'acheteur, si on le souhaite. Donc, toujours pareil, ça va être en fonction du besoin, du secteur, du montant, etc. Au-delà de 90 000 €, pour les pouvoirs adjudicateurs, vous allez devoir publier au BOMP, donc au formulaire national, ou sur un journal d'annonce légale. Donc, en plus du profil d'acheteur, AW Solutions, voilà, vous avez cette obligation-là. Par ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez publier également sur une presse spécialisée pour des marchés très spécifiques. On a des presses spécialisées dans le domaine de l'assurance, par exemple, etc. Donc ça, c'est tout à fait facultatif. C'est si vous estimez que c'est pertinent pour une visibilité auprès des acteurs du secteur concerné. Ensuite, au-delà des seuils européens, on sera en procédure formalisée. En procédure formalisée, pour les pouvoirs adjudicateurs, on a toujours l'obligation qu'on a vue précédemment. Publication obligatoire au BOMP, donc au formulaire national, ou sur un journal d'annonce légale, plus le jour. Pour les entités adjudicatrices, vous pouvez envoyer directement au journal officiel de l'Union européenne. Vous n'avez pas l'obligation du BOMP. Donc, en plus du profil d'acheteur, et toujours la même possibilité en presse spécialisée, si vous estimez que c'est pertinent en termes de visibilité. Donc, voilà pour un aperçu des divers seuils qu'on a depuis le 1er janvier dernier.
Alors, Nawel, donc effectivement déjà des questions. Je reprends le fil. On avait une question d'Aurélie pour les marchés de fournitures et de services. Quel montant devons-nous prendre pour les marchés lancés avant le 1er avril 2026, mais attribués après cette date? Alors, tous les seuils, quels que soient les seuils dont on parle, que ce soit le seuil de 100 000, etc., c'est pour l'avis de publicité. Donc concrètement, si vous avez envoyé l'avis de publicité avant le 1er avril, vous allez vous baser sur le seuil de 40 000. Si vous envoyez la publicité le 1er avril, vous aurez le seuil de 60 000 € qui s'appliquera. Alors, une autre petite question. Pour FCS, que fait-on entre 60 et 90 000 €? Alors, entre 60 et 90 000 €, selon le secteur concerné, selon l'estimatif, est-ce qu'on est plutôt à 60, est-ce qu'on est plutôt à 89, etc., vous avez plusieurs possibilités. Donc, le gré à gré n'est pas possible, puisque le gré à gré, c'est en dessous de 60 000 € le sans pub ni mise en concurrence. Par contre, vous pouvez, si vous estimez que c'est pertinent, mettre en place, par exemple, le 3 de vie. En sachant qu'on appelle ça le 3 de vie, mais ça peut être 2, ça peut être 4. Si vous avez que 2 entreprises sur votre secteur, ça peut être 2 de vie, 4 de vie, etc. Donc ça peut être pertinent. Si vous estimez que ça n'est pas suffisant, vous pouvez publier. Donc sur AW Solutions, vous pouvez publier si vous le souhaitez sur le BOMP. Vous n'êtes pas contraint de le faire, mais si vous estimez que vous avez besoin de visibilité, ça peut être intéressant de publier au BOMP ou sur un journal d'annonce légale. Donc vous avez plusieurs possibilités en dessous de 90 000 en FCS. Alors, une autre question également, donc là je pense que c'est par rapport au seuil actuellement de 40 et 100 pour les travaux et futurs 60. Donc cela veut dire que pour les travaux et services en dessous de ces nouveaux seuils, pas de dématérialisation? Non, justement, c'est sans publicité ni mise en concurrence. Sur AW Solutions, vous avez ce qu'on appelle les guichets restreints, vous pouvez le faire par voie dématérialisée, mais il n'y a pas d'obligation de le faire par voie dématérialisée. Donc, alors, si vous êtes en travaux, comme on vient de le voir, on a le seuil des 60 000 € où on va le mettre sur le profil d'acheteur, mais il n'y aura pas de publicité en tant que telle. C'est-à-dire que vous allez communiquer avec votre seul candidat de gré à gré, et donc personne d'autre ne verra les informations, les documents que vous lui demandez, etc. Alors, une autre petite question, y a-t-il une possibilité de déroger au seuil de 60 000 et de conserver le seuil des 40? Alors, de toute façon, le seuil des 60 000, c'est une possibilité, une souplesse que vous laisse la réglementation. Si vous vous dites, ben moi je suis à 35 000, mais j'estime que je ne veux pas faire de marché sans publicité ni mise en concurrence, soit parce que je ne connais pas d'entreprise susceptible de répondre à mon besoin, soit parce que j'ai envie de mettre en concurrence pour qu'ils sachent qu'ils sont mis en concurrence, par exemple, qu'ils me proposent des offres plus pertinentes, etc. Vous avez toujours la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'on a une souplesse supplémentaire, mais si vous souhaitez vous contraindre plus, vous pouvez tout à fait le faire. Alors, on a pas mal de questions, du coup, je vais essayer un petit peu de résumer sous un terme qui va être très résumé. On a pas mal en fait d'interrogations par rapport aux données essentielles, c'est-à-dire qu'effectivement, avec ces modifications de seuil, quelles sont les conséquences par rapport aux données essentielles effectivement qui doivent être publiées? Donc, est-ce que cette réhausse prévoit effectivement aussi que ça se matérialise aussi sur une hausse par rapport aux données essentielles? Non, il n'y a pas eu de modification en termes de données essentielles. C'est-à-dire que les données essentielles, à partir de 25 000 €, vous devez les publier. Entre 25 et 40 000 €, on a ce qu'on appelle des données simplifiées. Et au-delà de 40 000 €, vous allez publier vos données essentielles comme avant. Donc en effet, il y a une volonté de simplification, mais on se retrouve avec, in fine, quelque chose de pas si simple. Donc oui, le seuil des données essentielles reste le même. Et alors, ensuite, on passera au sujet suivant, mais pareil, pas mal de questions qui se rapportent sur la transmission par rapport au contrôle de légalité. Est-ce que le seuil de transmission, du coup, reste le même? Alors, le seuil de transmission au contrôle de légalité, il est changé par décret et en effet, il est mis à jour avec les seuils, les nouveaux seuils. Voilà, alors j'ai essayé de condenser sur les questions les plus
je vous propose d'avancer et puis éventuellement, je vais refaire un petit tri. Vous êtes très actifs, on est plus de 800 sur ce webinaire aujourd'hui. Donc, Nawel, je te propose d'avancer et en même temps, si possible, je referai un petit condensé. Donc, mon écran est toujours bien visible? Alors là, pour l'instant, on te voit, on n'est plus sur le partage. Ok, allez hop, je vais donc repartager bien mon écran. Hop, la fenêtre, et c'est reparti. Hop. Donc, concrètement, quelles sont les incidences par rapport au seuil? Donc, le marché sans publicité ni mise en concurrence, donc en travaux 100 000 euros pérennisés, en fourniture et services 40 000 euros jusqu'au 1er avril, puis 60 000 euros. On parle toujours hors taxe, bien sûr. Donc, la législation vous permet de passer sans publicité ni mise en concurrence, mais attention, dans le code, on a un rappel, un garde-fou. Donc, l'article R2122-8 nous demande de veiller à 3 éléments. Premier élément, quand on passe sans publicité ni mise en concurrence, on va veiller à choisir une offre pertinente. Deuxième élément, on va faire une bonne utilisation des deniers publics. Comme c'est de l'argent public, si vous estimez que le candidat A et le candidat B ont des éléments techniques, une valeur technique à peu près similaire, que l'un a le double du prix de l'autre, bah, vous allez plutôt aller vers celui qui est le moins cher. Voilà, on va veiller quand même à la bonne utilisation des deniers publics. Et enfin, on va veiller à ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur économique. Si cette année, j'ai passé un marché sans publicité ni mise en concurrence avec l'entreprise A du secteur, l'année prochaine, je peux, si l'entreprise B est d'un niveau équivalent, plutôt solliciter l'entreprise B et ne pas chaque année solliciter l'entreprise A. Donc voilà les quelques règles de base pour la partie sans publicité ni mise en concurrence. Pour les procédures formalisées, donc au-dessus des seuils européens, elles sont au nombre de 3. Donc l'appel d'offres, c'est la procédure de principe, celle pour laquelle on n'a besoin d'aucune condition de recours. Voilà, n'importe quel acheteur peut mettre en place un appel d'offres. Donc l'appel d'offres, il permet de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères qu'on aura mis dans les documents de la consultation. En appel d'offres au-dessus des seuils, on n'a pas le droit de négocier. Contrairement à la deuxième procédure formalisée, qu'on appelle la procédure avec négociation, précédemment, il y a très longtemps, c'était ce qu'on appelait la procédure concurrentielle avec négociation. Donc, c'est une procédure formalisée au-dessus des seuils, mais dans laquelle on a le droit de négocier. Pour les entités adjudicatrices, vous pouvez y recourir librement, sans condition. Pour les pouvoirs adjudicateurs, vous avez des conditions de recours. Par exemple, si vous avez eu un appel d'offres infructueux avant, si vous avez des éléments de conception sur lesquels vous devez négocier, etc. Dans le support, vous aurez un lien vers une infographie qui vous rappelle de façon exhaustive tous les cas qui vous permettent d'être en procédure avec négociation, quand bien même vous êtes au-dessus des seuils européens. Et enfin, on a la troisième procédure formalisée, le dialogue compétitif. Donc, comme son nom l'indique, on va dialoguer avec les candidats pour définir, préciser, développer les solutions qui vont répondre à votre besoin. Donc ça, c'est pour des projets de grande envergure pour lesquels l'acheteur n'a pas l'aspect technique et donc il va utiliser les connaissances techniques des candidats pour faire évoluer le besoin et répondre de la façon la plus pertinente possible. Donc là, on va créer le cahier des charges avec les candidats, puis on a in fine la dernière offre qui va servir à attribuer le marché, le contrat au titulaire, au meilleur titulaire. Quelles sont les principales caractéristiques de la procédure adaptée et quelles sont les principales caractéristiques de la procédure formalisée? Donc, en dessous des seuils européens, on a les procédures adaptées. Donc, comme on l'a vu précédemment, en dessous de 90 000, on a ce qu'on appelle une publication adaptée. Par exemple, les 3 devis, uniquement le profil d'acheteur. Pour les pouvoirs adjudicateurs uniquement, à compter de 90 000 euros, on a l'obligation de publier au BOMP, au formulaire national standard, ou sur un journal d'annonce légale. Pour les entités adjudicatrices, on n'a pas cette obligation-là. En procédure adaptée, les délais de publicité sont raisonnables.
Contrairement aux procédures formalisées, on a des délais minimums imposés. Là, c'est à vous d'évaluer de façon subjective le caractère raisonnable du délai. Donc, par exemple, si on publie avant les fêtes de Noël, on va laisser un délai plus important puisqu'on va estimer que raisonnablement, les entreprises auront moins de temps étant donné qu'elles seront en vacances, par exemple. Si on demande uniquement des fiches techniques et pas un mémoire technique, on va pouvoir mettre un délai plus réduit que pour un mémoire technique qui demande du temps pour le mettre en place, etc. Donc, on n'a pas de nombre de jours considérés comme raisonnables ou non raisonnables. On a de la jurisprudence, donc, qui a validé le délai de 3 semaines comme étant raisonnable, par exemple, dans certains cas. Récemment, on a eu le TA de Bastia qui est venu nous dire qu'un délai de 5 jours pour un marché, un accord cadre, ça n'était pas raisonnable. Ça n'a pas permis aux candidats de déposer leurs offres en ayant un délai pertinent. Mais voilà, c'est à vous d'évaluer au cas par cas ce que vous estimez comme étant raisonnable. En procédure adaptée, on a le droit de négocier. Veillez bien dans vos documents de consultation à préciser les éléments, à dire que vous vous réservez le droit de négocier, que vous imposez la négociation, etc. Donc, mettez bien toutes les modalités et suivez bien ce que vous avez indiqué dans les documents de la consultation. En procédure adaptée, on n'a aucune obligation de standstill. Donc, le standstill, pour rappel, c'est le délai entre l'envoi des lettres de rejet au candidat évincé et la signature du contrat par l'acheteur. C'est bien la signature par l'acheteur qui est concernée. Donc, en formalisé, on a cette obligation qui laisse au candidat évincé le temps de saisir le juge pour un éventuel référé précontractuel. En procédure adaptée, on n'a pas cette obligation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser ce délai, mais vous n'avez aucune obligation de le faire. Et enfin, l'avis d'attribution est facultatif en procédure adaptée, contrairement à la procédure formalisée. Donc la procédure formalisée, les 3 procédures qu'on a vues précédemment, l'appel d'offres, la procédure avec négociation, le dialogue compétitif, quand on est au-dessus des seuils européens, on a des obligations plus poussées qu'en procédure adaptée. Donc on va avoir l'obligation, en plus du BOMP pour les pouvoirs adjudicateurs, de publier au JOU, donc Journal officiel de l'Union européenne. Pour les entités adjudicatrices, vous pouvez envoyer directement au JOU, vous n'avez pas l'obligation du formulaire national. On a des délais minimaux de remise des PI. Par exemple, en appel d'offres, on a 30 jours francs à compter de l'envoi. On a une exception, voilà. Par exemple, en cas d'urgence simple, dûment motivée, on va pouvoir passer à 15 jours. Mais voilà, la règle principale, c'est 30 jours minimum. En appel d'offres, la négociation est strictement interdite, contrairement à la procédure adaptée. On a l'obligation du respect du délai de standstill et on a l'avis d'attribution qui est obligatoire. Donc, dans les 30 jours suivant la signature du contrat, on va devoir publier l'avis d'attribution. Donc, vous voyez, quand on passe en formalisé, on a des obligations plus importantes. Et donc, notamment, prévoyez-les dans vos rétro-plannings. Vous allez avoir des délais plus longs en procédure formalisée. Voilà, on écoute les diverses questions. Alors, peut-on déterminer des délais différents de remise des offres pour chaque lot? Pour chaque lot. Alors, quand vous publiez sur le profil d'acheteur, il n'y a qu'une DLRO, qu'une date limite de réception des offres. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Ça, c'est le principe. Par contre, on peut avoir, quand on a ce qu'on appelle des petits lots, on sort un lot de la procédure principale pour la lancer par ailleurs, un délai de publicité qui va être différent. Mais il faut que ça rentre dans les cas qui vous permettent de passer en petit lot. Donc, moins de 20% de la consultation globale et en dessous des seuils qui sont prévus par la réglementation, 80 000 € hors travaux, 1 million d'euros en travaux. Dans ce cas-là, vous pourrez avoir un lot qui est lancé à part et pour lequel il y a une DLRO qui est différente. Mais sinon, quand vous publiez, on vous propose une date limite. En appel d'offres, le délai de 30 jours est à compter de la publication au JOU
ou sur la plateforme, car il y a souvent 48 heures de délai entre les deux. On compte à partir de l'envoi en publicité, c'est 30 jours francs de minuit à minuit. Donc on ne compte pas le jour d'envoi, on ne compte pas le jour. Par exemple, si vous mettez à midi la date limite, on ne compte pas ce jour-là. C'est 30 jours pleins de minuit à minuit. Une autre question. Entre 90 000 et 216 000, nous sommes obligés de publier sur une plateforme type AW Solutions. Pas d'envoi possible en 3 devis? Non, non, on n'a pas. Voilà, en tant que pouvoir adjudicateur, à compter de 90 000 euros, vous avez l'obligation de publier au BOMP ou sur un journal d'annonce légale. On ne pourra plus faire le 3 devis. Alors, je lis en même temps parce que vous êtes très nombreux à poser des questions. Donc, on a une question sur la computation des seuils. Je me permets de ne pas y répondre parce que ça va faire partie effectivement de la future thématique que va développer Nawel avec vous. On avait pas mal de questions aussi sur le support. Ne vous inquiétez pas, le support va vous être remis là en fin de présentation, et également ce webinaire est enregistré. Il sera donc, comme je vous le présenterai tout à l'heure, disponible sur les replays de la chaîne AW Solutions. Même si ce n'est pas obligatoire en procédure adaptée, l'avis d'attribution permet de réduire le délai pour un éventuel contentieux. Oui, vous avez tout à fait le droit de mettre en place un avis d'attribution en MAPA, soit un avis d'attribution, soit un avis d'intention de conclure. Oui, pour les délais de recours, vous avez tout à fait le droit de le faire, mais si vous ne le faites pas, ça ne peut pas vous être reproché, contrairement aux procédures formalisées où là, c'est une obligation. En dessous de 40 000 en fourniture et services et 100 000 en travaux, si on décide de mettre en concurrence et on demande 3 devis, devons-nous respecter le CCP, critères d'analyse des offres, date d'envoi des demandes de questions communes et de réception commune des devis? Alors, il y a un débat jurisprudentiel en cours. Le 7 février dernier, on a eu un arrêt de la Cour administrative d'appel qui nous dit que quand on est en dessous des seuils de dispense et qu'on fait ce qu'on appelle un 3 devis, on est en sans publicité ni mise en concurrence et donc on n'a pas à respecter. Donc la question c'était qu'est-ce qu'on doit respecter? Le CCP. Alors on a juste à veiller au respect de l'égalité de traitement, voilà les grands principes, mais on n'a pas l'obligation, comme en procédure adaptée classique, d'avoir le RAO, etc. On va voir très prochainement un arrêt du Conseil d'État qui va venir trancher cette question. Actuellement, on a un débat jurisprudentiel. Certains arrêts disent que dès lors qu'on fait un 3 devis, on n'est plus sans publicité ni mise en concurrence et donc on doit faire un RAO, on doit avoir une lettre de consultation à minima. Et l'ACA de Nantes, le 7 février dernier, est venu nous dire que non. Le Conseil d'État va prochainement trancher ça. Actuellement, on est un petit peu dans le flou. Voilà. Soit on se dit on suit la Cour d'appel administrative de Nantes et on se dit que le 3 devis, c'est un sans publicité ni mise en concurrence. Et donc, on veille juste à l'égalité de traitement, à la transparence, etc., les grands principes. Soit on est un peu plus prudent et puis on fait une sorte de mini RAO, mini lettre de consultation, etc., où on va émettre les critères, on va envoyer les diverses lettres de rejet, etc. Alors, une autre question. Quel seuil de publicité pour les prestations intellectuelles? Est-ce les mêmes que celles pour les fournitures et services? Oui. En fait, dans le code, quand on parle de fournitures et services, les services vont inclure les prestations intellectuelles. On n'a pas de seuil spécifique pour les prestations intellectuelles, c'est compris dans les services. Donc, quand on parle de seuil en fourniture courante et services, ça inclut également les prestations intellectuelles, la maîtrise d'œuvre, le contrôle technique, etc. Alors là, on est plus sur une connotation sur les avis. La valeur de l'avis d'attribution a-t-il la même valeur que l'avis d'intention de conclure? Ça permet en effet par rapport au délai. Alors l'avis d'intention de conclure, il n'est jamais imposé, que ce soit en procédure formalisée, en MAPA. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas faire un avis d'attribution et que vous souhaitez mettre en place un avis d'intention de conclure à la place, ça aura la même utilité, à savoir en termes de délai de recours pour les candidats évincés. Alors, une question qui peut être effectivement qui est intéressante. Quelles sont les spécificités apportées en 2026 pour les marchés dits innovants? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses? Alors, initialement, dans le projet, on avait, dans le projet de décret,
on avait cette question qui était abordée avec une prévision de rehaussement de seuil. Dans le décret qui a été finalement publié, il n'y a plus cette mention-là. Donc, il n'y a pas eu de mention du tout dans le décret. Est-ce que cela signifie que ça a été abandonné ou est-ce que ça va être repris plus tard dans un futur décret? On est actuellement un petit peu dans le flou. Voilà, on n'a pas de réponse, mais actuellement, c'est le même seuil que l'année dernière, puisque dans le décret, il n'y a pas eu de modification là-dessus. Alors Nawel, je te propose encore une fois d'avancer. Je continue à lire toutes vos questions et je me ferai votre porte-parole donc après cette troisième partie. L'écran, c'est toujours OK? C'est toujours OK, c'est parfait. Parfait. Donc, les seuils, c'est évalué au regard de l'estimation des besoins. Comment est-ce qu'on va estimer correctement nos besoins pour ne pas se rendre coupable de saucissonnage, donc le fait de scinder des prestations. Donc là, on va faire un petit focus sur la computation. Donc, l'article R21-1 du code nous dit que vous devez procéder au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxe du ou des marchés envisagés. Donc concrètement, on va tenir compte de l'ensemble des reconductions quand il y a des reconductions, de l'ensemble des lots quand il y a des lots, des primes quand il y a des primes. Par exemple, en maîtrise d'œuvre, on a souvent des primes. On va tenir compte des prestations supplémentaires éventuelles, des éventuelles tranches optionnelles, des éventuelles clauses de réexamen, quand bien même, par la suite, on n'affermit pas les tranches, quand bien même les clauses de réexamen ne sont pas mises en œuvre pendant l'exécution. Au départ, quand on estime notre besoin, on englobe tous ces éléments-là. Il n'y a que la partie variation des prix qu'on ne va pas prendre en compte dans le montant total estimatif. Tout le reste doit absolument être évalué. Donc, dans le code, on a deux parties. Une partie appréciation des seuils travaux, une partie appréciation des seuils fournitures et services. En travaux, on nous dit que c'est la valeur totale des travaux qui se rapporte à l'opération, plus la valeur totale estimée des fournitures et services que l'on va mettre à disposition du titulaire quand ils sont nécessaires à l'exécution de ces travaux. Donc, par exemple, si mon marché consiste à construire un bâtiment, je vais tenir compte du montant total des travaux tout corps d'État. Mon lot 1 gros œuvre, mon lot 2 électricité, etc., etc. Je vais tous les computer et ça va me donner mon montant estimatif. Et à partir de là, je vais regarder si je suis en dessous ou au-dessus des seuils. Si j'ai des travaux dans une partie d'ouvrage, par exemple travaux d'entretien dans un bâtiment, ça va être le total de l'opération programmée, donc l'ensemble des travaux d'entretien dans ce bâtiment. Si j'ai des travaux sur plus d'un ouvrage, par exemple la réfection de la plomberie sur plusieurs bâtiments, je vais pareil estimer le montant total, tout bâtiment confondu. Ça c'est très important, parce que si on compute mal, le seuil du coup est faussé. On parle d'opération de travaux. Quand est-ce qu'il y a opération de travaux? Quand on a un acheteur qui va mettre en œuvre dans une période de temps, dans un périmètre limité, divers travaux pour lesquels il va y avoir une unité fonctionnelle, technique ou économique. Donc, on a un arrêt de principe de la Cour de justice des communautés européennes, à l'époque en 2000, qui nous dit on ne peut pas scinder en fonction de l'objet des travaux, on ne peut pas céder en fonction des procédés techniques, de leur financement, quand on a une même période de temps, une même zone géographique. On ne peut pas dire, bon, bah là, il y a une technicité particulière, je lance un marché à part, et là, il y a une autre technicité, je lance un marché à part. On a un marché, dans la même période de temps, dans la même zone géographique, on compute ensemble, c'est une opération. Le Conseil d'État, dans le même esprit, nous dit qu'il y a une unité fonctionnelle en fonction d'un faisceau d'indices. Donc, on va regarder l'autorisation de programme, on va regarder la délibération, on va regarder le budget voté, la publicité, la zone géographique, la période, les divers intervenants, maîtrise d'œuvre, contrôleur technique, SPS, etc. Et au vu de ce faisceau d'indices, on va parler d'unité fonctionnelle et donc d'opération de travaux qu'on compute ensemble. Donc ça, c'est pour la partie travaux. Pour la partie fourniture courante et services, on a deux éléments
distincts. Donc l'article R2121-6 nous dit on estime la valeur totale des fournitures et services homogènes. Donc il y a deux façons d'être homogène, soit en fonction des caractéristiques propres, soit en fonction d'une unité fonctionnelle. Les caractéristiques propres, qu'est-ce que c'est? Ce sont des achats récurrents ou réguliers qui ont des caractéristiques similaires. Donc moi, j'ai besoin de crayons à papier, de stylos à plume, de stylos bic. On peut considérer qu'on a des caractéristiques similaires, on va les computer ensemble. Donc, dans la pratique, on a souvent une nomenclature interne avec des catégories, des familles de produits, de services, etc., qui vont nous servir à repérer les caractéristiques propres. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. Ce sont des achats qui se suffisent à eux-mêmes en soi, mais on va devoir les computer ensemble parce qu'ils poursuivent la même finalité. Ça rejoint un petit peu l'opération, la notion d'opération qu'on a vue en travaux. Donc, par exemple, je veux remettre à neuf ma salle de formation. Je vais acheter des chaises, je vais acheter des tables, je vais acheter des PC, je vais acheter un vidéoprojecteur. En soi, ils ne font pas partie de la même famille de produits, mais ils poursuivent la même finalité. Donc, on a un faisceau d'indices. Donc, si le contenu, la similitude dans les modalités de réalisation, la concomitance des décisions d'achat. Donc, j'ai pris la décision à un moment, j'ai voté un budget pour mettre à jour ma salle de formation, je me fais livrer en même temps les chaises et les tables, etc., etc. Donc, à l'inverse, on peut avoir des prestations qui correspondent à une même famille dans une nomenclature, mais qui ont une finalité différente et qui vont donc être comptabilisées séparément. Les chaises que j'aurai achetées pour ma salle de formation seront computées avec l'unité fonctionnelle, alors que si 6 mois après j'ai besoin d'acheter des chaises pour des bureaux, etc., ben, ça sera dans une autre computation. Donc voilà pour l'appréciation des seuils. Attention à bien computer tous vos besoins ensemble, sinon vous vous rendez coupable de saucissonnage et ça peut amener à une annulation de procédure. Parce que si vous n'avez pas tout pris en compte et que du coup vous étiez en dessous des seuils, en prenant tout en compte, vous étiez au-dessus et vous aviez des obligations qu'on a vues précédemment. Donc ça, c'est très important, il faut être vigilant là-dessus. Dans le support, vous aurez des liens vers diverses infographies dans lesquelles vous aurez de façon schématisée les diverses procédures avec les seuils, les cas de recours à la procédure avec négociation, les divers éléments dont les seuils avec les diverses dates d'application et l'appel d'offres, notamment pour les obligations quand vous êtes en appel d'offres, les délais, le fait de mettre en place un avis d'attribution, etc. Donc voilà pour les divers seuils. On fait un petit aparté. Le 29 décembre dernier, on a eu également un autre décret dans la foulée, avec quelques modifications qui peuvent avoir un impact dans vos pratiques. On a eu quelques souplesses, donc la législation maintenant nous permet de faire ce qu'on appelle une attribution en cascade. Quand l'attributaire potentiel est dans l'impossibilité d'exécuter la prestation, on peut passer à celui qui est classé deuxième, qui devient alors attributaire. Si celui-ci ne peut pas, on passe au troisième, etc. On a deux cas de figure, le cas fortuit, la force majeure, qui nous permettent de passer comme ça du premier au deuxième, etc. Donc le cas fortuit, le titulaire va justifier qu'il ne peut pas exécuter les prestations. Mais vous voyez quand même, on a une petite souplesse mise en place par ce décret. Par ailleurs, le calcul de remboursement de l'avance, il s'effectue maintenant à partir du taux d'avancement de la part du marché qui est exécuté par le titulaire et non pas le taux d'avancement global des prestations, notamment quand il y a une co-traitance. Il y a une petite différence. Donc voilà les quelques petites nouveautés d'actualité que je souhaitais vous montrer au passage. Alors, nous allons revenir effectivement sur vos questions qui sont encore nombreuses. Alors, j'ai mis en ligne du coup le support, excusez-moi, du webinaire. Vous pouvez le retrouver dans la partie documents de ce webinaire. N'hésitez pas à le télécharger.
Alors, la computation des seuils, c'est sur un domaine, même si ce sont des marchés distincts. Demande-t-on C'est alors sur un domaine, oui, alors là, c'est-à-dire? effectivement, Cécile, je vais vous demander peut-être de préciser un petit peu plus votre question pour qu'on puisse éventuellement y apporter une réponse. Alors, si je comprends, enfin, une possibilité, c'est par exemple si vous avez plusieurs lots, donc le lot 1 c'est le gros œuvre, le lot 2 c'est terrassement, le lot 3 c'est électricité. On est dans 3 secteurs différents, mais on les compute en effet ensemble parce qu'on parle d'opération de travaux. Voilà, si le sens de votre question c'était ça, sachez que oui, il faudra les computer ensemble. Alors, une autre question de Virginie, la computation des seuils se fait sur une année budgétaire? Alors, en FCS, donc en opération de travaux, c'est sur l'ensemble de l'opération, qu'elle dure 1 an, 2 ans, etc. En FCS, le législateur nous laisse le choix, soit sur les 12 mois précédant l'exercice budgétaire, soit sur l'exercice budgétaire précédent mis à jour des éléments actuels, soit sur l'exercice budgétaire suivant ou les 12 mois suivant l'exercice budgétaire. Donc on a les deux possibilités. Ça, c'est pour un marché qui n'est pas reconductible. Si vous avez un marché de 1 an reconductible 3 fois 1 an, on compute les 4 années ensemble. Alors, une petite question. S'il est conclu plusieurs marchés de MOE dans l'année, comment fait-on pour la computation des seuils? Est-ce qu'on englobe la totalité des marchés annuels pour le seuil ou est-ce que les marchés de MOE rentrent dans l'opération des travaux? Exactement. En fait, alors les marchés de MOE, les divers intervenants ne sont pas computés avec l'opération de travaux, mais ils sont en lien avec cette opération. Donc, si en janvier, j'ai besoin d'un MOE pour mon bâtiment A, en mars, j'ai besoin d'un autre MOE, enfin d'un autre, de celui-ci ou d'un autre pour un bâtiment C ou pour une piste cyclable ou autre, je ne vais pas computer ensemble. Ils avaient des objets différents. Le MOE, le premier MOE en janvier, il avait pour objectif d'accompagner un marché de travaux distincts de celui de mars, donc je ne vais pas les computer ensemble. Et je ne les compute pas avec l'opération de travaux. Ils sont distincts. Alors, je lis en même temps. Alors, on a des questions sur la partie là justement sur le remboursement de l'avance. Oui. Pouvez-vous réexpliquer le sujet de remboursement de l'avance? On ne doit pas attendre d'avoir atteint un montant de 65%? Alors, que ce soit que vous ayez prévu un montant de 65 ou que vous ayez prévu un autre montant pour le remboursement, ça sera la part du marché exécuté par le titulaire et non plus l'avancement global du marché. Donc, par exemple, votre titulaire, il a effectué 65% de sa prestation, il va commencer à rembourser. Même si sur le global de l'opération, on en est à 30%. Mais lui va commencer, vu que sa part a atteint les 65%, il va commencer à rembourser. Voilà, c'est la distinction. D'accord. Alors là, on repart du coup sur la partie des seuils et notamment, peut-on passer un contrat sur 3 ans inférieur à 60 000 euros, par exemple, et repasser ce contrat tous les 3 ans? Tout à fait. Tout à fait. Vous pouvez même le faire annuellement. Voilà, si vous avez annuellement un besoin de moins de 60 000 euros, enfin, actuellement moins de 40 000 et à partir du 1er avril moins de 60 000, vous pouvez vous dire cette année j'ai un contrat sans publicité ni mise en concurrence. L'année prochaine, vous pourrez en relancer un. Ou vous pouvez choisir de dire bah, cette année j'ai 60 000, l'année prochaine j'ai 60 000, je suis à 120 000, je les lance en une fois. Et là, vous avez le BOMP, etc. Alors, une autre question qui nous vient des îles. En opération de travaux, faut-il computer la part travaux avec la part prestation intellectuelle, MOE, CSPS, CCT? Non, non, on va avoir l'opération de travaux en tant que telle et on aura les divers intervenants à part. À part et séparés les uns des autres. C'est-à-dire je compute le SPS, je compute le maître d'œuvre, je compute le conducteur d'opération, etc. Alors là, nous sommes sur la même thématique. Euh,
Que se passe-t-il quand dans une procédure MAPA en FCS, on reçoit une offre dépassant de quelques milliers d'euros le seuil des du coup 140 000? Alors, nous, la législation nous dit qu'on va regarder en fonction de la valeur estimée au moment de l'envoi en publicité. Donc, mettons que moi, j'ai un estimatif qui est de 180 000 euros en fourniture courante et services. Donc, je suis en dessous des 216 000. Mon estimatif, il est raisonnable, il est de bonne foi. Au regard de tel et tel élément, j'ai estimé que j'avais besoin, que mon besoin était de 180 000 euros en FCS. Donc, je n'ai pas fait d'appel d'offres, je n'ai pas mis en place un appel d'offres, je suis restée en procédure adaptée parce que je suis en dessous des 216 000. Maintenant, si un candidat me propose un marché à 220 000 et qu'il arrive premier, je n'ai pas à refaire la procédure. Tant que j'ai été de bonne foi, que c'était une estimation raisonnable, je n'ai pas à déclarer sans suite et à relancer. Voilà, on estime qu'au moment de mon envoi en publicité, mon estimatif était de 180 000 et que donc j'ai utilisé la bonne procédure. Alors, là, une question vraiment très précise. Est-ce qu'une prestation de formation incendie et une prestation de mise à jour de registre incendie et plan de sécurité doivent être computées? Alors là, on est sur la partie fourniture et services. Donc là, le code nous dit qu'on a deux façons de computer en fourniture et services. Soit caractéristiques propres, ce sont des mêmes prestations ou elles font partie de la même famille, elles sont homogènes et à ce moment-là, on les compute ensemble. Soit unités fonctionnelles, elles concourent au même objectif. Et on va regarder ça avec un faisceau d'indices. J'ai pris la décision au même moment. Les deux prestations ont la même finalité. J'ai le même budget qui a été voté, etc. Si vous avez l'un ou l'autre, il faut computer ensemble. Si vous estimez que c'est ni les mêmes prestations, ni elles ne poursuivent les mêmes finalités, à ce moment-là, vous ne les computez pas ensemble. Alors, le temps passe. Une question encore de Karine. Pour les marchés sociaux, un avis d'attribution n'est-il pas obligatoire au-dessus de 750 000 euros? Alors, les marchés de services sociaux et autres services spécifiques, en effet, ils ont des éléments distincts, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en procédure adaptée. C'est une exception à ce dont je vous ai parlé. Et en effet, on a le seuil que vous avez évoqué, 760 000 euros, mais on est dans une niche, en fait. On a des catégories qui sont publiées au journal officiel dans lesquelles on doit rentrer pour mettre en place ce type de marché. Et en effet, vous avez raison, il faut publier à partir de ce seuil-là. Alors, on repart sur l'avance, Nawal. Désolée, je te perturbe peut-être. Non, non. Pour l'avance forfaitaire, cela concerne également si on a des sous-traitants. Pour la partie avance, de toute façon, vous, votre contrat, votre titulaire, c'est votre interlocuteur. C'est-à-dire que lui, il a son sous-traitant, mais vous, votre interlocuteur, c'est le titulaire. Et donc, le sous-traitant, il va être en lien avec le titulaire. Parfait. Alors, il y a une question également sur les petits lots dont tu parlais tout à l'heure. D'accord. Peut-on les traiter individuellement en MAPA et également en AO? Alors, les petits lots, pour rappel, on a par exemple une procédure en appel d'offres. Mettons qu'on ait une procédure en appel d'offres de 1 million d'euros en fourniture et services. On a un lot qui est de 70 000 et on veut le faire passer en petit lot. Donc, les deux conditions pour le faire passer en petit lot, c'est que le ou les petits lots n'excèdent pas 20% de l'appel d'offres. Donc là, c'est le cas, on a moins de 20% d'un million. Et le petit lot, par petit lot, il ne doit pas excéder 80 000 euros hors travaux et 1 million d'euros en travaux. Donc là, on a les deux conditions cumulatives qui sont réunies. Donc, je vais pouvoir extraire de l'appel d'offres mon petit lot et le passer en procédure adaptée. En procédure adaptée, donc j'aurai les caractéristiques que je vous ai détaillées tout à l'heure, à savoir publicité raisonnable, négociation possible, pas d'obligation d'avis d'attribution, etc. Donc, en effet, après, vous tombez dans la publication, dans les caractéristiques de la procédure adaptée.
Alors, on avait également une petite question. Donc là, on est sur la computation. Avez-vous un modèle de nomenclature interne des achats? Donc, je te laisse répondre, Nawal, toi. On a une nomenclature interne de 2001 qui a été mise à disposition des acheteurs, à éventuellement préciser, à éventuellement adapter en fonction de votre structure. Mais en effet, il y a une nomenclature interne 2001 qui est disponible sur Internet, qui peut vous servir de base ou qui peut vous servir de façon globale si elle vous convient. Alors, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Certaines, en fait, trouveront leur réponse, qui était vraiment par rapport à la documentation. Donc, vous retrouvez ce document de présentation donc, là à disposition sur ce webinaire. Bien écoutez, on va vous remercier pour toutes vos questions qui sont vraiment très très riches. On vous rappelle donc que ce webinaire est disponible sur la chaîne replay, donc depuis votre profil d'acheteur AW Solutions, donc dans la partie gaufrier en haut à gauche de profil d'acheteur, vous allez avoir accès à la documentation. Dessus, vous retrouverez l'ensemble donc effectivement des replays. Vous retrouverez également les différentes notes de version sur les mises à jour du profil d'acheteur AW Solutions. Voilà, on vous remercie encore beaucoup pour votre attention, pour toutes vos questions. Merci beaucoup Nawal pour ce moment fort sympathique et très riche en questions. On vous souhaite une bonne journée et puis je te laisse le mot de la fin. Merci à tous pour votre participation et à bientôt pour d'autres webinaires.